Le message, c'est qu'on ne veut plus que les femmes meurent, on ne veut pas juste dénoncer, on veut trouver des solutions pour rester vivantes. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi de la violence de son compagnon ou ex-compagnon. Je m'étais exclue pendant des années d'emblée des potentielles victimes de violences conjugales. J'avais l'impression que ça concernait que les autres. Et arrivée chez mes parents, j'avais honte de devoir vivre de nouveau dans ma chambre d'ado avec mon bébé, d'être complètement perdue et je voulais savoir s'il y en avait d'autres des comme moi. Je manquais de personnes à qui m'identifier pour savoir si j'étais folle ou pas. Je me suis mis en tête de faire un livre où je raconterais qui avait été 125 victimes de féminicide en France, 125 étant le nombre annuel moyen de féminicide. Forcément, j'avais pu observer beaucoup de choses en les écoutant et beaucoup de manquements de la société, ce qui m'a donné envie de pointer les problématiques mais aussi d'apporter ma vision des solutions. Je voulais comprendre l'ensemble du problème pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions cohérentes et pragmatiques. Et puis j'ai eu des idées de projets. Le 8 mars, c'est la journée officielle consacrée aux droits des femmes dans le monde. Moi, je considère que le premier droit, c'est celui de rester en vie, tout en menant une vie libre et sereine. Et malheureusement, tant qu'une femme continuera de mourir d'être femme tous les 2 jours et demi en France, officiellement, parce que l'enquête que j'ai menée pendant 3 ans m'a prouvé qu'on était très en deçà de la réalité. Eh bien, il faudra continuer d'en parler, il faudra continuer d'expliquer ce qu'est la violence, il faudra continuer à le dénoncer et à le combattre. Ici, nous aurons des conversations aguerries avec des experts, des témoignages forts avec des familles de victimes, pour analyser, expliquer et surtout aider concrètement les femmes qui nous écoutent. On sort aussi un podcast qui s'appelle Rester vivante, qui va aborder les questions des idées reçues. Il y en a pas mal. La première déjà, c'est qu'on a généralement une assez mauvaise représentation de ce qu'est la violence conjugale. Pendant des années, on a dit aux femmes, à la première gifle, il faut partir. En réalité, il faut partir bien avant parce que le danger commence bien avant. Dans 60% des cas de féminicide, elles n'avaient jamais reçu de violence physique avant le jour de leur mort. C'est-à-dire que le point commun parmi toutes les victimes de féminicide, c'est la violence psychologique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un test qui s'appelle « Suis-je victime de violence ?», qui montre ce qu'est la coercition à la maison, le fait d'être surveillé, le fait d'être insulté à répétition, le fait de devoir justifier n'importe quel déplacement, n'importe quelle fréquentation, en fait d'être dans un climat de peur. Une autre idée reçue aussi, c'est sur qui sont les agresseurs. Tout comme il n'y a pas marqué femmes victimes de violence sur la tête des femmes victimes de violence, il n'y a pas non plus marqué bourreau sur la tête des bourreaux. Les violences, elles arrivent dans tous les milieux et donc par tout type d'agresseurs aussi. Parmi les idées reçues aussi, il y a la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle. Jusqu'ici, les entreprises, pour la plupart, se défaussaient de ce sujet en se disant que finalement, le rôle de l'entreprise s'arrêtait à la porte des foyers. C'est faux. Déjà, pour des questions pratiques, si une entreprise ne permet pas à ses salariés victimes de violences, ne serait-ce que d'aller porter plainte pendant le temps de travail, eh bien, ce sont des centaines, voire des milliers de femmes qui ne peuvent pas porter plainte, puisque chez elles, elles sont surveillées et elles doivent justifier n'importe quel déplacement. Donc, si au sein de l'entreprise, on n'adresse pas de messages de prévention, on n'adresse pas de solutions que seule l'entreprise peut faire, en termes de mobilité, en termes d'accompagnement, on se prive d'une immense possibilité d'agir. Arrête de nous faire chier. Tout va bien quand t'es pas là, Sarah. Ok? Moi, j'essaye de pas t'attraper par la peau du cul et te foutre dehors. En fait, on reproche aux femmes de ne pas être actives, sauf que lorsqu'on est choqué par la violence, il y a un morceau du cerveau qui se déconnecte et on n'est plus capable d'agir. Donc ce qu'il faut, c'est reconnecter petit à petit cette partie en nous qui nous anesthésie. Donc ça veut dire se regarder dans une glace et se jurer d'être sa meilleure amie. Parler de ce qui nous arrive auprès d'une assistante sociale, auprès d'une psychologue, auprès d'un médecin, en fait d'une personne qui ne va pas vous juger et qui a conscience qu'en fait c'est long de partir. Notez tout ce qui se passe parce qu'un agresseur, consciemment ou inconsciemment, il va vous faire penser que vous êtes folle, qu'il n'a pas vraiment dit ça, qu'il n'a pas vraiment fait ça, qu'il n'a pas voulu vous taper. En fait,
Tout cela est peut-être vrai, mais on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est regarder les faits. Et pour ne pas penser, le laisser vous mettre dans la tête que vous êtes folle, notez les insultes, peut-être enregistrer avec votre téléphone sans vous faire griller, mais en gros, pour pouvoir réécouter et relire et vous rendre compte que vous n'êtes pas folle. Si vous avez un doute en réalité, c'est qu'il n'y a pas de doute, mais on a besoin de preuves tangibles. Et petit à petit, tous ces éléments vont vous donner de la force d'aller porter plainte, de trouver votre solution. Ça peut prendre plusieurs mois, de peut-être demander à des amis s'ils peuvent vous héberger un temps. En fait, il faut que vous arriviez à envisager vous-même votre départ. C'est pas que vous êtes seul et que la société vous abandonne, c'est que d'avoir réussi ça dans votre tête, ça va vous donner une force pour la suite de vous dire « je m'en suis sortie ». Il me tire par les cheveux par terre, il me brûle avec des cigarettes, j'ai des cocards aux 2 yeux et je me dis qu'il faut absolument que je trouve un moyen de m'en sortir et je décide de reprendre mes études. Les premières réflexions qu'on m'a faites lorsque j'ai commencé à raconter ce que j'avais vécu, c'est « mais pourquoi t'es pas partie avant ? Comment t'as pu rester 10 ans avec un homme comme ça ? Comment même t'as pu faire un enfant avec un homme comme ça ?» Généralement, ça vient de personnes qui n'ont jamais vécu d'emprise et qui n'ont jamais connu cet isolement. Évidemment que quand on est dans une relation toxique, à un moment donné, il faudra partir. Simplement, dans la grande majorité des cas, le féminicide survient quand la femme s'en va, quand les papiers du divorce arrivent. Finalement, quand il devient matériel, concret, qu'elle n'est plus l'objet de possession de celui qui pensait la posséder. Donc oui, à terme, il faut partir, mais il faut que le départ soit sécurisé. C'est pour ça qu'on a créé un sac qui est plus un symbole qu'un sac qu'il faut absolument acheter, qui est un sac pour partir, qui contient un double fond et un QR code avec la liste de ce qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on s'en va. Par exemple, tous les papiers. Bon courage pour inscrire un enfant dans une école si vous n'avez pas le livret de famille, les papiers d'identité. Il vous faut la preuve que vous êtes bien la maman de vos enfants si vous n'avez pas le même nom. Bon courage aussi pour pouvoir vendre un appartement si vous n'avez pas le bail. Enfin, en gros, il vous faut vos papiers d'identité. Il vous faut tout, en fait, ce qui vous permet de réenclencher une vie administrative indépendante. Il vous faut aussi tous les objets, je dirais, émotionnels sans lesquels vous ne pouvez pas vivre, pour vous et pour vos enfants. Et puis ensuite, au moment où on part, il y a des tonnes de choses à faire. Par exemple, d'aller faire contrôler dans n'importe quel garage qu'il n'y a pas de traceur sur votre voiture. Aller faire contrôler dans n'importe quel magasin de téléphonie qu'il n'y a pas de traceur ou de tracker sur votre téléphone. Ça arrive dans beaucoup plus de cas qu'on croit. Et surtout, si vous en constatez, eh bien, il ne faut pas les enlever, il faut le faire constater par la gendarmerie ou la police. Et il y a, devinez, entre 1000 et 3000 bracelets anti-rapprochement. Il en faudrait 100 fois plus. Il faut savoir que le juge aux affaires familiales doit demander l'autorisation de l'agresseur, du mis en cause, pour pouvoir lui faire porter le bracelet anti-rapprochement. Ce qu'on aimerait de la part de la justice, c'est qu'il y ait à disposition plus de bracelets anti-rapprochement. Ça veut dire aussi avoir des personnes derrière les standards qui peuvent réagir lorsque l'alarme se déclenche. Les associations font un énorme travail, mais effectivement, à ce niveau-là, on est un peu coincé. En réalité, toutes les lois existent. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément au courant. Je prends un exemple. Aujourd'hui, dans les cas de féminicide, c'est aux familles de nettoyer les scènes de crime. Depuis janvier dernier, il y a un décret comme quoi les familles peuvent faire appel finalement à l'État. Sauf que ce n'est pas appliqué, ce qui est profondément injuste. Si vous voulez, toute l'artillerie, je dirais, juridique existe. Encore faut-il que les familles soient au courant, que les femmes soient au courant, qu'elles se sentent concernées et que du coup, on puisse appliquer la loi. Un départ, c'est très déstabilisant. Ils savent plus très bien où ils habitent, donc il y a besoin d'un petit cocon pour eux, pour faire une sieste, un endroit pour que les enfants puissent dormir. On est en train de créer une expérimentation dans le Val d'Oise, dans le 95, d'un concept de ce qu'on a appelé les chambres à soi pour les femmes qui viennent de porter plainte. On sait que les solutions d'hébergement sont possibles en général au bout de 24 à 48 heures. Mais lorsque vous êtes une femme, que vous vivez par exemple en zone rurale, comme c'est le cas de la moitié du Val d'Oise, que vous allez à 18h30 porter plainte à la gendarmerie et qu'elle ferme à 19h, qu'est-ce que vous faites ? Voilà, vous sortez de là, il est 19h, vous êtes avec vos enfants et vous avez nulle part où aller. Donc nous, on est en train d'essayer de faire le lien
entre les existants en mettant à disposition des gendarmeries, des commissariats, des chambres où il y a tout pour se changer, pour laver du linge, pour nourrir un enfant, pour justement se renseigner sur ce qui est possible aux alentours pour pouvoir s'en sortir. Je décide d'intégrer un groupe de parole avec l'idée que peut-être cette confrontation à la parole des uns et à la parole des autres leur fera prendre conscience individuellement. Ce qu'ils ont fait est grave, sachant que qu'on ouvre les dossiers et qu'on regarde qui ont été ces petits garçons avant de devenir ces hommes, ben on voit qu'eux aussi se sont fait frapper, dans l'immense majorité des cas. Il y a un énorme enjeu à s'occuper des femmes victimes, mais aussi à prendre en charge les hommes violents pour qu'ils ne soient plus des agresseurs. Il y a d'énormes manquements dans la société, il y a très très peu de centres et de solutions pour ces hommes. Dans le documentaire, on montre un entretien que j'ai pu avoir avec Boris Cyrulnik qui a énormément œuvré pour mettre en avant les mécanismes psychologiques qui entrent en compte dans la violence et les agressions. On a fait des observations qui montrent que 5% des petits garçons réagissent à la frustration par la violence, contre moins de 1% de petites filles. Et en les punissant, on confirme la violence, on leur apprend la violence. Et il faut que les jeunes mères et les jeunes pères apprennent, mettent en place un système qui apaise ces 5% de petits garçons par le jeu, les jeux moteurs, les explications verbales. Finalement, il a la preuve biologique que ce que les féministes essayent de démontrer, qui est que plus on luttera contre les stéréotypes de l'homme viril très fort que l'on aime pour sa capacité à gueuler et sa capacité à pas s'exprimer, à taper dans un punching ball plutôt que de dire ce qu'il ressent, finalement à se comporter de manière civilisée, eh bien elles avaient raison, parce que finalement plus on paterne et plus on laisse cette part de soi s'exprimer, moins on laisse de place à la violence. Il y a plus de plaintes pour violence conjugale, mais il y a plus de plaintes aussi parce que plus de femmes se rendent compte que ce qu'elles vivent n'est pas acceptable. Moi, je trouve qu'il y a un espoir là-dedans. On peut se sortir de la violence et que justement, s'en être sorti, ça donne un goût à la vie inimitable. Parce qu'on a affronté nos pires démons, on a su se relever et en faire quelque chose. Nous, notre objectif, c'est que la société ne punisse plus en fonction du genre. Et pour cela, il faut réinventer nos codes et nos stéréotypes ensemble. Et surtout ne pas oublier l'objectif, c'est que l'amour ne fasse plus mal. Si toutes ces petites idées peuvent sauver ne serait-ce qu'une vie, alors on a gagné.